Sénateur Khalife, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Je voudrais commencer cette interview par le Sénat. On a noté dernièrement qu'au Sénat, il y a eu de grands débats quand même sur la région. Je parle de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, je parle de la situation au Liban. Quelle lecture faites-vous? Est-ce que c'était vraiment important? Il y a eu des débats mesurés. Quelle était l'ambiance? On ne pouvait pas rêver mieux. Il y a eu plusieurs débats, dont un important sur la situation du Proche-Orient. On a passé une bonne soirée jusqu'à une heure assez tardive. Et le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères et la ministre de la Défense ont exposé la situation. Et les groupes politiques du Sénat, à l'unanimité, saluaient la position de la France, saluaient la position sage du président de la République, malgré le fait que le président ne fasse pas l'unanimité dans sa politique intérieure. Il a été bien suivi par ses positions de sagesse vis-à-vis de cette guerre au Proche-Orient. Concernant le Liban, l'ensemble des orateurs le soir-là, que ce soit du gouvernement et des différents partis politiques, ont confirmé leur attachement au Liban, à son intégrité et à la paix au Liban. Donc, je pense que là, vous avez une image de ce qu'on peut faire de mieux en faveur de la paix au Liban, en tout cas du point de vue politique. Et qui est très différente de celle de l'Assemblée nationale, où on voit très bien que les extrêmes, il y a des débats qui sont assez violents. C'est vrai, je n'ai pas à commenter ce qui se passe à l'Assemblée nationale, puisque c'est comme ça, et je n'ai pas à les commenter, mais je peux vous dire qu'au Sénat, et le président du Sénat l'a encore rappelé avec beaucoup d'émotion la semaine dernière, quand il a rendu hommage aux soldats français morts au Liban et pour le Liban, et pour la paix au Liban. Il a demandé une minute de silence et il a rappelé dans son petit mot l'attachement de la France au Liban et à sa souveraineté. Concernant justement la position de la France n'a pas choisi de participer à la guerre. Il y a eu une position sage. Aujourd'hui, on voit que le Charles de Gaulle se dirige en mer Rouge. Monsieur Trump n'a pas eu accès à l'espace aérien des pays du Golfe pour son opération Projet Liberté. Donc, comment vous voyez les choses évoluer? Est-ce qu'on va vers la diplomatie ou on va plutôt à un retour de guerre? C'est difficile de faire de la prophétie dans ce domaine, connaissant la psychologie des acteurs aujourd'hui de cette guerre. Tout ce que je peux dire, c'est que la position de la France et de l'Europe en général, mais menée par la France, a été la bonne, puisqu'on arrive aujourd'hui à une trêve, pour ne pas dire arrêt des hostilités, ce que la France a toujours réclamé. Donc, ceci confirme, si besoin était, la sagesse de la position de la France et de ses alliés, l'Angleterre notamment, l'Italie et bien d'autres. Ces pays ont dit dès le départ la diplomatie avant tout. Et la preuve, cette guerre qui a détruit beaucoup de choses, le bilan sera à revoir bien sûr, on sort avec des gagnants des deux côtés ou des perdants des deux côtés, mais tout le monde réclame qu'il a gagné. Je ne sais pas si c'était l'excellente chose qu'on peut en tirer. En tout cas, moi je me réjouis qu'on ait ces arrêts des hostilités aujourd'hui, en espérant que ça ne soit pas un arrêt tactique et politique, parce que comme vous le savez, au bout de 2 mois de guerre, le président des États-Unis est obligé de consulter son Congrès pour poursuivre ou non. Tout à fait. Là, il a arrêté la veille des 2 mois en disant que cette guerre est finie.
Est-ce qu'il ne va pas recommencer une autre guerre sur le même terrain demain? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on est dans une phase où il faut préparer plutôt la paix que reprendre la guerre. Parce qu'il a même parlé d'accord international sur le Hormuz. Il est prêt aujourd'hui à accepter cette option. Est-ce que vous pensez que cette option verra le jour? Il y a quand même un accord entre les pays, la coalition, on a vu plusieurs réunions, et la France a toujours dit, dès que la guerre s'arrête, on peut vraiment commencer à être présent là-bas. C'est vrai que ce blocus du détroit de Hormuz n'était pas prévu initialement. Et dans cette guerre qui était très bien préparée, me semble-t-il, sinon on ne fait pas une guerre de cette ampleur sans être préparé, a omis de prévoir qu'il y aurait des représailles sur la fluidité du circuit maritime dans ce détroit qui est capital pour l'économie mondiale. Donc, ce n'était pas prévu, c'est arrivé et c'est devenu maintenant le centre des débats et peut-être, c'est par là que la paix va arriver. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tous les pays qui n'étaient pas engagés vont s'engager pour pacifier ce lieu, mais à condition qu'il n'y ait pas la guerre de l'autre côté en face. Donc, le passage du Charles de Gaulle dès le départ, parce que je vous rappelle qu'il était dans la mer Baltique, et nos amis des pays baltes ont parfaitement compris et ont vécu aussi bien que possible le départ de ce porte-avions vers la Méditerranée dans un premier temps, puis maintenant dans la mer Rouge et peut-être plus loin, je n'en sais rien. C'est dans un but plutôt de pacifier, plutôt que déclencher une guerre nouvelle dont on n'a pas besoin et qui commence à peser sur tout le monde, les locaux d'abord, et bien sûr l'économie mondiale ensuite. Vous avez parlé aussi du Liban. Le Liban a été le plus grand victime dans cette guerre. Des destructions à ne plus en finir, des déplacés, un mercredi noir il y a 2 semaines. Malgré cette situation catastrophique, le président de la République a accepté de participer à des pourparlers, un début de négociation avec Israël, mais naturellement, il a souligné que le Liban ne pouvait pas aller plus loin tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu. Israël fait tout pour faire la pression sur le gouvernement libanais. Il ne parle que du désarmement du Hezbollah. Et le président de la République, il ne peut pas aussi avoir une guerre interne. Comment voyez-vous tout ce scénario? Tout d'abord, je voulais saluer la position du président de la République, qui était toujours la sienne, puisque, et j'ai bien suivi ça le jour de son intronisation, le jour de son discours à l'Assemblée nationale libanaise, où il a dit clairement que le Hezbollah devait être désarmé, ou plutôt il a dit les armes, c'est la propriété de l'État et de personne d'autre, donc il est toujours sur cette voie-là. Mais il est vrai que le Liban a été entraîné dans une guerre qui n'était pas la sienne, par une faction qui fait payer l'ensemble du pays. Moi, je peux comprendre certaines positions, mais pas forcément toutes, surtout quand elles entraînent, comme elles l'ont fait, le pays dans des destructions massives, et vous l'avez dit, plus d'1 million de déplacés. C'était prévisible. On ne donne pas un prétexte à Israël qui n'attendait que ça pour être bombardé. Donc là, le Liban paye. Ça ne justifie pas non plus la position d'Israël. Il n'y a que la paix qui devrait et que les gens devraient redevenir raisonnables dans cette paix. Je rappelle, et puis ce qui renforce le président de la République, c'est qu'il n'a jamais voulu, et c'est un fin tacticien militaire, je viens de lui apprendre, il connaissait la force de frappe du Hezbollah. La preuve en est la situation dans laquelle est l'armée israélienne avec eux aujourd'hui.
c'est pas gagné d'avance, donc c'est pas évident. Donc sa sagesse est à saluer aussi. Et là, le Liban est entraîné dans une guerre tout seul, euh, alors qu'on peut préparer la paix avec nos voisins, sauf si certains veulent éliminer complètement l'État d'Israël, mais je pense que ni techniquement ni humainement, c'est acceptable. Donc il faut que l'ensemble puisse vivre ensemble. Et moi, je déplore en tant que médecin, en tant qu'humaniste, je déplore le fait qu'on puisse dépenser autant de milliards pour faire la guerre, alors que même pas 10% suffirait pour créer des infrastructures et faire travailler tous ces gens qui sont désœuvrés, qui sont dans la misère, qui ont été inclus dans des formations militaires ou paramilitaires. Je pense qu'en trouvant du travail, en faisant l'avenir de leur famille, de leurs enfants, je crois que c'est comme ça qu'on prépare la paix et la misère dans laquelle vivent un certain nombre de personnes, pas toutes, parce que d'autres en profitent. Cette misère-là, je pense qu'elle peut être contrée par du développement économique, et dans une région aussi riche que le Moyen-Orient, riche par l'histoire, riche par le tourisme, on peut faire travailler beaucoup de gens et les éloigner de cette misère qui est à l'origine de beaucoup de choses, malheureusement. La FINUL doit quitter le Liban en fin d'année. Et il y a des craintes sérieuses quant à l'avenir et le vide qu'elle va laisser. Pensez-vous que la France et plusieurs pays européens pourront envoyer des troupes? Alors, je connais assez bien la FINUL parce que je suis élu d'une région où beaucoup de gouverneurs militaires sont déjà passés comme patron de la FINUL au Liban. Et j'ai moi-même passé quelques jours avec la FINUL à Der Kifa et aussi à Anakora, puisqu'en tant qu'élu de la ville de Metz, on avait un régiment, les hussards, qui passait quelques mois par an au Liban. Donc on a été leur rendre visite avec le maire de Metz et on a vu tout le travail, pas seulement militaire, mais tout le travail social et de coopération avec l'ensemble des populations de ce secteur. Et on a rencontré de très belles personnes de tous les bords politiques là-bas, des maires dévoués qui essayent de travailler pour le développement du secteur. Et la FINUL a un rôle toujours important dans le domaine. Bon, malheureusement, la FINUL, depuis 1978, a eu quelques pertes, un peu moins de 400 éléments qui sont morts bêtement, si on peut dire. Et pas seulement, parce que les deux derniers, c'était plutôt un guet-apens qu'un accident. Donc maintenant, l'ONU a pris cette décision. Je ne sais pas si elle va être avalisée ou non, mais d'après mes informations, la France travaille pour qu'il y ait une force internationale pour maintenir la paix au Liban. Je ne sais pas sous quelle forme elle le sera. Si elle sera là à côté de l'armée libanaise, parce que pour le moment la FINUL était vraiment à la frontière, pour participer au désarmement et à la pacification du pays, ou d'autres choses, ça je n'en sais rien, mais en tout cas je sais qu'il y a des pourparlers qui se font et qui répondent un peu à mon interrogation d'il y a 2 ans, en 2024 notamment, quand on a parlé de désarmer, quand on a parlé de pacifier. À l'époque, on a même eu peur du déclenchement d'une guerre civile de nouveau au Liban, et tout ça participait à la terreur que vivait la population libanaise dans son ensemble, pas seulement une communauté ou une autre, dans l'ensemble. Le mois prochain, la France va accueillir un G7. Et on ne sait pas jusqu'à présent si Donald Trump va être là, mais probablement il va être là. Comment vous avez vu
les critiques qu'il a adressées à l'Europe et pensez-vous que cette relation américano-européenne va changer? Quelles seront les répercussions sur l'Europe? Alors, il faut distinguer le discours Officiel cru et spontané de d'un Donald. chef d'entreprise de celui du diplomate président des États-Unis. C'est un peu difficile. Moi, je vais, pour me résumer, dire merci, Monsieur Trump, d'avoir réveillé l'Europe. Même s'il a menacé de quitter l'OTAN, même s'il a fait des déclarations sur lesquelles on peut revenir au niveau commerce, parce que là aussi, il y a l'Europe, 450 millions d'habitants, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et l'Europe, si elle est unie, peut prendre des dispositions qui allaient contrer les États-Unis et bien les contrer. Donc, cet aspect-là, je ne veux pas l'évoquer, je vais rester sur la partie OTAN et participation. Moi, je retiens les choses positives, c'est qu'il a réveillé l'Europe, et l'Europe, maintenant, après quelques 80 ans de calme et nonchalance en matière d'armement, se mettent à s'armer. Les pays baltes, d'où je reviens, ont presque doublé leur participation, leur budget militaire. Ils sont à plus de 5,5% du PIB, donc c'est important. Ils portent un soutien énorme à l'Ukraine. La France revoit aussi, et on aura bientôt au Sénat, la loi de programmation militaire qui prévoit non seulement un appui des troupes, mais aussi l'industrie militaire, puisqu'on manque de munitions aussi. Et c'est vrai qu'on ne le fera pas sans les États-Unis. On ne peut pas s'en passer, en tout cas à l'état actuel des choses. C'est pour ça que certaines tergiversations ou déclarations à l'emporte-pièce du président des États-Unis, il faut les prendre avec beaucoup de modération, parce qu'on voit que beaucoup de choses sont discutables, et il revient sur certaines de ses positions. Il y a aussi, et je peux comprendre, c'est vrai qu'on a été un tout petit peu interpellé par la position du président Trump en Alaska le 15 août dernier vis-à-vis de Poutine. Il y a eu le discours, et puis il y a eu les faits, et les faits étaient plutôt, et tous les commentateurs, tous vos collègues l'ont dit, étaient plutôt en faveur de la posture de Poutine plutôt que celle de Trump, et l'Europe était, et à juste titre, interpellée par cette position ambiguë du président des États-Unis. Donc, pour me résumer, merci, M. Trump, de nous avoir réveillés, d'avoir réveillé l'Europe, et j'espère que ça va être un déclic pour que l'Europe soit encore plus unie qu'elle l'était hier. Je voudrais clôturer l'interview par une question sur le Sénat. Dans quelques mois, en fait au mois de septembre, on va avoir des élections au Sénat. À quoi s'attend-on? On sait très bien que le Sénat a joué un rôle quand même assez important à l'intérieur et l'extérieur en politique étrangère dernièrement. Donc à quoi s'attend-on un an avant les élections aussi présidentielles? Alors, vous l'avez dit, on est à un an des élections présidentielles, et tous les sondages d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain, en tout cas je l'espère. Ça, c'est la première chose. Pour revenir au Sénat, c'est vrai que le Sénat, nous avons la chance d'avoir au Parlement français 2 chambres. L'Assemblée nationale, qu'on appelle communément la Chambre basse, et le Sénat, qu'on appelle communément la Chambre haute. Donc, ça participe à la vie démocratique, et ça participe aussi donc, contrôle du gouvernement, etc. Mais le Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale, est renouvelé par moitié. Donc, nos mandats sont de 6 ans, mais pour assurer la continuité des travaux du Sénat, il est renouvelé par moitié.
Donc, moi-même, je suis élu jusqu'en 2029. Donc, je fais partie des gens qui ont beaucoup de dossiers en ce moment, parce que les collègues, l'autre moitié va être renouvelée en septembre prochain. Comme vous savez, les sénateurs sont élus par ce qu'on appelle les grands électeurs, donc c'est les maires, c'est les conseillers municipaux, et à la lumière de ce qui a été des élections municipales récentes, il y aura sûrement des modifications qui ne changeront pas, à mon avis, les grands équilibres qui sont au Sénat, même si certains partis vont pouvoir Adhérer. rentrer au Sénat et former un groupe. On ne sait pas, parce qu'il faut... Mais la tendance, c'est les républicains au Sénat. Alors, la majorité du Sénat est donc le groupe des Républicains et les apparentés, parce que on est un peu plus de 130 aujourd'hui, et nos alliés sont l'Union centrique, donc on a la majorité absolue, rien que les deux groupes, ce qui fait que ça donne une certaine solidité au Sénat. Bien sûr, on a les indépendants, on a les radicaux, on a ce qu'on appelle les RDPI, donc le centre droit, si vous voulez. Et puis bon, il y a la gauche qui est représentée par les communistes, les socialistes et les écologistes. Bon, il y aura probablement des petits changements, mais pas au point de bousculer le grand équilibre. En tout cas, la présidence du Sénat restera telle qu'elle est, à mon avis. Merci pour cet éclairage et à bientôt. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité et au plaisir de vous revoir au Sénat si possible.